Bonsoir, chers amis et collègues. Vous êtes très très nombreux ce soir, c'est évidemment extrêmement agréable. Donc aujourd'hui, il y a des coachs un peu partout. Vous voyez, nous sommes 65 pour le moment, et vous êtes chaque fois de plus en plus nombreux à nous écouter. Là-dessus, je passe la parole à Patrick pour la présentation de son webinaire. Et je le laisse se présenter lui-même. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. On a 70 personnes pour nos amis français réunis pour travailler, réfléchir, réviser nos compétences ICF. Et ce soir, donc, il s'agit de revoir la compétence numéro 7, donc qui est plus particulièrement communiquer de façon directe, en toute bienveillance. Je vais me présenter rapidement. En fait, j'aimerais me présenter au travers finalement de ma mission, pas au travers forcément de ce que je fais ou de ce que je suis sur les casquettes identitaires. On verra comment justement, d'un point de vue communication, on peut les présenter. En fait, ma mission aujourd'hui professionnelle est d'accompagner durablement dans le développement les organisations, les équipes, les individus par rapport à leur talent, leur potentiel, leur motivation, ce que j'ai illustré ici. Professionnellement, je suis partenaire et associé de l'école The Coaching Square en Belgique, qui est présente en Hollande et en Suisse, en tant que formateur sur des programmes de formation reconnus par ICF. Coaching Square est la première école qui a été reconnue par la Fédération internationale de coaching, et je forme, j'accompagne, je certifie les participants à la posture de coach, à ce métier de coach. Je suis également business coach certifié, PCC, avec plus de 2500 heures, donc je vais travailler pour présenter le Graal en termes de certification pour la fédération. Également, je forme sur les thèmes de communication, coaching avec impact. Je suis également formateur, je travaille beaucoup aujourd'hui sur l'attitude coach, sur le humble leadership aujourd'hui, qui est un terme un peu à la mode, mais qui va rejoindre le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle. Comment communiquer de manière impactante, influente, nourrissante, avec humilité, tout en restant à la fois challenging et confrontant pour notre coaché, lui permettre de prendre du recul, voir les choses différemment, s'engager par rapport à son objectif. Différentes certifications au fil des années, ProcessCom, Coaching Square, Insights, PNL, Mindfulness Based on Stress Reduction, DNLA. Et puis pour terminer aussi sur les valeurs, en fait, ce qui me motive, ce qui me nourrit. Au départ, l'humanisme, en fait, certainement cette qualité et capacité à pouvoir me connecter aux autres, probablement aussi dans ma communication aussi avec les autres, sous-tendu par un besoin de liberté, de partage, de plaisir, m'amuser dans ce que je fais. Et puis au niveau du coaching, en fait, c'est plus également de l'authenticité, du courage, de la patience, de l'enthousiasme, de l'humour, qui me permettent de naviguer en fait sur mes différentes parties de personnalité, les différentes parties de personnalité de mes clients, et tout ça pour donner de l'envie, redonner du courage par rapport à des objectifs, maintenir la confiance, la passion dans ce qu'on fait. Donc voilà pour me présenter en quelques mots. Cette compétence numéro 7, communiquer efficacement, c'est-à-dire pratiquer une communication directe, c'est en fait se poser quelques questions et surtout répondre à différentes questions auxquelles on peut être confronté en coaching quand on est face à nos clients. Comment en tant que coach oser plonger réellement sous l'iceberg et aborder les vraies résistances du coaché. Quelles attitudes adopter dès le début de la session de coaching? À quelles conditions se raccrocher par rapport aux présupposés, par rapport à ce qui nous est dit, comment je vais gérer la session, par rapport à ce qui m'amène, le cadre, beaucoup trop d'objectifs par rapport à un temps qui est mis. Que faire pour donner une réelle force à mes messages en cours de la séance? Oser challenger, confronter, oser à un moment donné prendre du recul, oser à un moment donné venir avec une métaphore pour recadrer une situation pour le coacher. Comment savoir donner un feedback constructif à son coaché? C'est-à-dire comment à la fois l'encourager,
comment également savoir lui donner un message, alors évidemment qui sera jamais une critique, mais qui sera un point de vue, un regard personnel qu'on va le lui partager d'un point de vue constructif, d'un point de vue proactif. Quels sont les outils qui vont nous permettre d'aborder les non-dits, les paradoxes, les contradictions, partager les émotions. Également ce soir, on va voir aussi comment répondre à ce point essentiel, comment trouver cet équilibre subtil, cette intégration subtile entre ce que dit le coaché, ce qui est montré, ce qui n'est pas montré, respecter également l'intimité du coaché. Je vous propose ce soir d'aborder ce sujet au travers de 5 points. D'abord, la composition d'un message. Comment, dans ma communication, je vais pouvoir structurer mon message de manière à être efficace, authentique, transparente, directe. Comment je vais reformuler les propos de mon interlocuteur, de mon coaché, par rapport à ce qu'il me dit, de manière à m'assurer d'avoir compris, que lui s'assure aussi que j'ai bien compris ce que j'ai compris, et que ça nous permette d'avancer. Comment définir clairement un objectif en coaching? Les objectifs moi, en tant que formateur et superviseur, j'entends beaucoup d'objectifs au départ qu'apportent les coachés ou les coachs apprenants, des objectifs qui ne sont pas suffisamment clairs. On va voir comment les passer à une moulinette qui permet d'affiner la formulation de cet objectif. Comment utiliser un langage approprié et respectueux pour notre coaché, de manière à créer à la fois la confiance, le sortir de sa zone de confort, le challenger, le confronter, pour le ramener à son objectif. Comment enfin recourir à des métaphores, à des analogies qui lui permettent également de communiquer entre le conscient et l'inconscient, trouver un engagement, trouver du sens par rapport à son objectif. Nous allons démarrer ce premier chapitre sur la composition d'un message. Pour moi, la composition d'un message doit permettre de faire la différence entre les faits, entre les pensées, les opinions et entre les émotions. Les faits, en fait, se concentrer sur les faits dans sa communication, c'est repérer les caractéristiques observables. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quels sont les mots? Quelles sont les observations qu'a fait mon coaché? Donc, non des interprétations, mais les faits. Les faits, c'est à quelle heure il s'est produit quelque chose, qu'est-ce qui lui a été dit, comment ça lui a été dit, comment il a réagi, quels sont les gestes qu'il a faits, quels sont les gestes qu'il a vus, quelles sont les attitudes qu'il a marquées, qu'il a manifestées, quelles sont les preuves énoncées. Pourquoi les faits sont importants dans la communication? Parce que nos faits vont renforcer nos opinions. Ce qu'on fait va renforcer l'opinion qu'on se fait, la perception qu'on se fait d'une situation. Les faits vont servir de preuve également à ce que nous soutenons. Vous savez certainement que, comme pour chacun d'entre nous, au-delà des faits, on fait des interprétations, et puis chaque chose qui se reproduit, parfois dans cette réalité des faits ou l'interprétation des faits, va sous-tendre en fait une généralisation ou une croyance. Les opinions, justement, c'est l'interprétation qu'on va faire des faits. Ce sont les jugements, les perceptions, les interprétations, les avis qui sont émis sur un sujet, sur des personnes, sur des objets, sur des situations. Nos opinions ne sont que des croyances, ce sont des convictions. Nous sommes remplis, nous sommes gorgés d'opinions, nous sommes gorgés d'avis, nous sommes gorgés d'interprétations. Vous savez certainement que dans le coaching, nous apprenons en fait à faire la distinction entre les faits et les perceptions. Et comme tout est quasiment perception dans la relation avec le coaching, dans le coaché par rapport à sa relation extérieure, donc il va percevoir, il va interpréter, il va se créer des croyances, il va se donner des certitudes. On a parlé des faits, on a parlé des opinions, on parle maintenant des émotions. Les émotions, en fait, rapidement, le mot émotion, c'est l'expression d'un sentiment. Sentiment vient en fait de la racine sentir et du mot émotion, du latin ex movere, sortir à l'extérieur. En fait, une émotion ou un sentiment dans son expression, c'est un état affectif complexe, plus ou moins durable, qui est lié à certaines émotions ou à certaines représentations. Les émotions vont être la partie visible d'une sensation ou d'un sentiment. Donc, forcément, une émotion va être différente d'une interprétation, puisque l'interprétation va être plutôt mentale. L'émotion ou le sentiment, donc le sentiment, ça va être la traduction d'une pensée, d'une interprétation, et ce sentiment va venir se retraduire en fait par une émotion. Donc l'émotion sera visible, le sentiment, la sensation sera interne. Et tout ceci par rapport à des faits qui ont été observés.
En coaching, il va être important de mesurer, de savoir traduire en fait ses sentiments, donc savoir exprimer ses sentiments. On va travailler cette soirée également sur l'expression de ses sentiments. On va travailler aussi l'expression de ses sentiments en mode je. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dire en fait je suis très intéressé, je me sens tout à fait découragé. Faire la différence entre c'est intéressant, c'est par rapport à une situation. Si je regarde quelque chose qui est intéressant et que je dis tiens ça, ce crayon c'est intéressant, cette situation est intéressante, c'est une opinion, c'est un jugement. Dire je suis intéressé, je ressens de l'intérêt est en fait une expression d'un sentiment. Également, si on regarde le deuxième point, je me sens tout à fait découragé, donc va être vraiment l'expression d'un sentiment en mode je. Donc je me sens, ou je suis. C'est pas parler d'un découragement. Parler d'un découragement permettrait effectivement de parler d'un point de vue mental de quelque chose. Également, j'ai l'impression d'être dans le brouillard. Je suis contrarié parce que vous me dites. Donc ce sera une expression d'un sentiment. Exprimer un sentiment ne veut pas dire pour autant les faits qui ont généré ce sentiment. Exprimer un sentiment ne veut pas dire non plus quelle est l'interprétation qui a amené ce sentiment. On va donc ne pas confondre dans notre communication avec notre coaché, donc l'expression d'une opinion, à un moment donné, s'autoriser à ressentir un énervement et se dire tiens, il est énervant, par rapport à l'expression de ce sentiment qui va dire tiens, je suis énervé par ce que vous me dites, ou je suis en train de sentir ou je sens un énervement par rapport à ce qui se passe. Alors énervement, ça peut être une contrariété, ça peut être un doute, mais donc partager d'un point de vue authentique et respectueux quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, c'est être conscient de cette situation pour pouvoir en fait anticiper par rapport à une émotion qui pourrait être visible par rapport à son coaché. Je vous ai mis ici effectivement, par exemple, une expression de différentes émotions, par exemple la peur et la colère, retraduit au travers de sensations et sentiments. Par exemple, quelqu'un qui montrerait de la colère, en fait, sentirait à un moment donné de l'agitation. Il pourrait sentir de l'amertume. Il pourrait sentir en fait un état de consternation. Il pourrait se sentir décontenancé. Et effectivement, dans ce cas-là, on parle en termes de communication d'une expression d'un sentiment. Je vois la question, je rebondis sur la question de Maurice. On est dans les sentiments exprimés en communication non violente. Exactement. On peut effectivement très largement et très bien utiliser les techniques de communication non violente qui permettent effectivement de retraduire ces sentiments et ces émotions de manière à surtout l'exprimer ou donner un miroir à son client par rapport à son propre ressenti. Également à l'inverse, permettre à notre client, donc le coaché, de lui apprendre à exprimer une situation par rapport à des faits observés, une interprétation qu'il en aura faite, comment il se sent dans cette situation qu'il a observée. C'est-à-dire quand il voit quelque chose, qu'est-ce qu'il se dit et comment ressent-il cette situation. Améliorer l'efficacité de sa communication, ça va être en fait passer de ce mode « je » beaucoup plus que le mode « tu ». C'est-à-dire questionner en fait ce fameux « tu mitraillette » qui finalement n'est pas toujours efficace et surtout que nos coachés utilisent beaucoup pour ramener une situation à eux. Dans beaucoup de situations que j'expérimente, mes clients viennent effectivement me parler des autres. Et puis surtout, il a fait ci, ou il m'énerve, il m'agace, il me rend dingue. Et le stade de prise de conscience pour un client permettra, dans ma posture de coach, de lui faire exprimer une situation au travers de ses sentiments. C'est-à-dire savoir lui poser la question, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es dans cette situation? Quand tu te dis ça, comment tu te sens? Et forcer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, faciliter en fait la réflexion du coaché de manière à lui faire formuler. Donc, je suis, je me sens, je suis dans, avec une émotion qui est là. C'est faire présenter les faits de manière très factuelle. Faire présenter des faits, c'est parler d'un verbe d'action. J'ai agi, j'ai pris un crayon, je lui ai parlé, j'ai répondu, il m'a écouté. C'est faire exprimer ou indiquer ses propres sentiments et avoir du vocabulaire pour ça. Sur le slide d'après, que vous retrouverez après sur le webinaire ou que vous retrouvez sur Internet, c'est s'approprier, découvrir quels sont les mots de vocabulaire qui vont s'apparenter à toutes les sensations et sentiments qui sont derrière la joie, la peur, la tristesse ou la colère. C'est savoir entendre l'opinion de son client sans y mettre de jugement, d'avis ou de conclusion.
Quand je vous dis ça également, je suis en train de corriger en fait ma phrase. Parce que souvent, quand on va entendre l'opinion, quand on va voir la réaction de notre client, quand on va entendre les faits qui sont énoncés par notre client, probablement, instantanément, on va traduire cette situation par des jugements, on va avoir des avis, vers des conclusions qui vont nous venir à l'esprit. C'est en fait en posture de coach s'autoriser à faire venir ou faire monter ce jugement, cet avis, cette conclusion, pour le retraduire à l'intérieur de soi, en question, en interrogation, pour partager à ce moment une situation, un avis ou un jugement. Vous m'excusez, un appel qui sonnait, je l'ai mis de côté. Faire exprimer les opinions ou les jugements avec justesse. Entendre une opinion, c'est la sentir et l'exprimer avec justesse. C'est également donner du feedback. On va le voir dans un instant. Donner un feedback, c'est savoir apprécier, encourager quelque chose qui est bien, qui porte des conséquences positives, durables dans une situation. Mais c'est également donner un feedback constructif, correctif, par rapport à une attitude sur laquelle on pourrait apporter un avis ou permettre au client de se donner un avis sur un comportement qu'il souhaiterait modifier. C'est donc questionner les faits, les opinions et les sentiments à un moment donné, en étant capable également de confronter et challenger la situation. Donner du feedback. Je vous ai regroupé ici quelques éléments qui vont nous permettre dans cette communication authentique, impactante, fluide, naturelle, nourrissante pour le coaché, différents outils qui permettent, que vous connaissez certainement, qui nous permettront de faire un rappel mémoire, mais également vous partager quels sont ces outils que j'utilise qui me permettent moi de travailler dans cette communication authentique. Je vous ai mis ici en fait le camembert de la loi de Mehrabian qui met en avant le fait que 93%, 93% de notre communication est non verbale. Donc c'est important. Avant même d'avoir formulé notre message, notre corps a parlé, et c'est-à-dire 93% de cette communication est déjà partie en fait à l'extérieur, vers le coaché, de manière non verbale. Tout comme notre coaché quand il est face à nous, au moment où il vient exprimer une sensation, une opinion, ou des actes ou des faits qu'il a rencontrés, en fait il exprime de manière non verbale une situation. Considérez effectivement, par exemple, sur cet exemple-là, à quel point la communication est non verbale, parce que je peux appeler mon fils de 3 façons différentes dans la forme. Je peux lui dire, par exemple, Jean viens ici, de manière très calme et posée. Je peux lui dire comme ça, de manière un petit peu amusée et ludique, tiens Jean, viens ici. Et je peux lui dire de manière un peu plus affirmée, Jean, viens ici, avec un geste du doigt assez directif. J'ai dit 3 fois la même chose, Jean viens ici. Les 3 façons de le dire, dans le ton, dans la forme, sont totalement différentes. 93% de notre communication est non verbale. Donner du feedback, en fait, c'est utiliser les strokes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les feedbacks, soit sur le comportement, soit sur la personne, qui seront des feedbacks conditionnels ou inconditionnels. Je me sers énormément de ces feedbacks pour mes coachés, pour leur apprendre à faire la différence entre, dans une situation, ce que son interlocuteur fait et ce qu'il est. C'est-à-dire, à un moment donné, permettre à mon client de formuler avec ses mots, dans un feedback authentique et reconnaissant sur quelque chose qui a été fait, de dire à un collaborateur, le travail que tu as produit est de qualité. Tu as fait quelque chose de manière propre, correcte, solide. C'est également pouvoir donner ce même feedback sur un comportement, sur quelque chose qui n'a pas été fait dans la qualité qui était souhaitée par le client. C'est-à-dire de lui dire, tiens, néanmoins, tu as oublié dans le dossier. Le dossier manque de concision. Il manque 3 annexes dans les conclusions. De manière après à savoir également donner un feedback au niveau de l'identité. C'est-à-dire pouvoir donner cette forme de compliment, de reconnaissance sur l'identité de la personne, ce qu'elle est. Tu es une personne compétente, tu es une personne délicieuse, tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un de transparent. J'apprécie ta posture, tu es un chouette collègue. Et également dans le cadran, dans ces 4 cadrans, toujours se souvenir que le feedback inconditionnel négatif est interdit. Forcément, il s'agit de tous ces jugements de valeur qui sont portés sur l'identité et qui font donc qu'une personne prendra ce message forcément de manière blessante, de manière reptilienne, de manière provocante, parce qu'on est en train de toucher ses valeurs, son identité, sa personne.
Ce modèle est assez intéressant parce que souvent mes clients viennent en fait dans des faits, sur des faits qui se sont produits, les opinions qu'ils s'en sont faites, avec les conclusions qu'ils en tirent en termes d'opinion, sur un jugement. Et ce jugement vient souvent sur une critique négative sur l'identité de la personne. Qui d'entre nous a entendu ces formulations de dire il est incompétent, il est retardataire, il est négligent? Non, c'est apprendre à la communication, à faire formuler à son client en lui demandant, quand tu me dis qu'il est négligent, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qui ne te convient pas ou qui ne convient pas à l'organisation pour lequel tu mets cette considération ou ce jugement de négligence? Permettre effectivement à nos clients surtout de travailler sur cette reformulation qui permettent donc de venir sur un élément très contextuel d'un comportement à modifier. Je vois la question effectivement, une question, donc quel est l'impact du non-verbal du coach sur la confiance du client? Donc c'est prendre en fait conscience en fait de son attitude, sa posture face au client. On le reverra un petit peu après. J'aime bien cette question, je la garde un peu en réserve, parce qu'effectivement, si à un moment donné, en répondant déjà, Philippe, effectivement, on t'entend parler, je pensais que tu t'adressais à moi. Donc je reprends le point. Ça veut dire que si à un moment donné, je suis face à mon client, il est en train de me parler, avec ses interprétations, il me montre des émotions ou des sensations, donc son non-verbal s'exprime, et pendant qu'il est en train de me parler, en écoutant et avec mes perceptions, est en train de s'installer un sentiment, une émotion. Si je n'ai pas suffisamment conscience de l'émotion qui est en train de s'installer, ça peut être de l'étonnement, ça peut être un agacement, ça peut être une certaine tension, ça peut être également aussi un moment de contentement ou d'euphorie. Si je n'en ai pas suffisamment conscience, rappelons-nous, 93% de notre communication est non verbale, je risque de montrer ou d'avoir des gestes ou des attitudes qui vont être effectivement dans le sens de la sensation qui sera installée. Prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ces sensations, de ces sentiments, c'est justement pouvoir les communiquer en amont dès le départ et pour pouvoir le partager à son client en disant « Tiens, quand tu me dis ça ou quand tu me montres ça ou quand je vois ça chez toi, voilà ce que ça me fait, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'imagine, voilà ce qui monte en moi, voilà comment je me sens. » De manière à pouvoir rester dans une relation de confiance, d'authenticité, de proximité. Vous savez, cette compétence du coaching qui est créer cette relation de confiance et d'intimité avec le coaché pour que notre client se sente à l'aise. Comme je dis souvent avec mes clients, on a le droit de tout se dire. Et évidemment, dans la façon de nous le dire, elle sera suffisamment authentique, respectueuse et bienveillante pour que je sache qu'à tout moment, en fait, mon client peut entendre tout de moi. Parce que ça sera assertif, authentique, respectueux, bienveillant. On reviendra sur effectivement ce point encore sur l'impact du non-verbal. Donc voilà un feedback. Donner un feedback également, c'est à un moment donné permettre à mon client de pouvoir structurer un feedback dans une situation pour laquelle souvent nos clients rencontrent des situations, des problématiques qui sont avant tout relationnelles, donc c'est-à-dire des difficultés dans la relation avec un manager, un collaborateur, un client. Comment formuler ce message qui puisse faire la distinction entre les faits, les opinions, les perceptions et les émotions. Le modèle DESC, le modèle de Gordon, est assez utile et pertinent et permet de travailler sur plusieurs étapes. Je vois un message de Zora qui me dit plus de son. Est-ce que quelques-uns d'entre vous peuvent me confirmer si oui ou non il y a encore du son ou pas? Dans quelques secondes. Oui, Hugues m'entend, Xavier m'entend. D'accord. Donc Zora peut peut-être faire un réglage pour m'entendre. Donc merci à tous. Merci pour votre réactivité sur cette réponse. Donc le modèle DESC en fait est un modèle assez intéressant, rapide, à la fois ludique, pratique, concret à utiliser pour nos clients, c'est-à-dire leur permettre de faire la différence entre les faits, les opinions, les ressentis. Pour rapidement en fait le modèle DESC, c'est d'écrire une situation. Quels sont les faits objectivables que notre client a rencontrés? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le E, en fait, pour exprimer en mode jeu. Dans la situation telle qu'elle s'est produite, de manière factuelle, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle a été ta position? C'est-à-dire légitimer à un moment donné de pouvoir interpréter, ressentir une situation qui se passe. Donc, un problème, comment je le ressens? Quel est l'impact sur moi? Pour après passer à l'étape suivante du S. S comme solution.
Faire formuler à notre client, par rapport à cette question, de lui demander, dans cette situation donc, que tu as expérimentée, que tu as vécue de façon observable, avec ces faits incontestables, pour lesquels tu as ressenti, interprété des choses, qu'est-ce que tu proposes? Comment tu pourrais t'y prendre? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Avec quels avantages? Quels seraient les bénéfices? Pour glisser forcément sur la quatrième étape, qui sont en fait les conséquences positives. Conséquences positives, en fait, dans le modèle, que je rajoute en fait avec les conséquences négatives. C'est-à-dire, je viens challenger le client pour non seulement l'amener à percevoir quelles sont les conséquences positives, c'est-à-dire les avantages à trouver une solution, mais également quelles seraient les conséquences négatives si tu restais dans le problème. Quelles seraient les conséquences négatives si tu continuais à interpréter les choses de cette façon. Ce qui permet en fait au client aussi de s'approprier une nouvelle façon et s'entraîner sur une nouvelle façon d'aborder dans toute relation, observer sur non pas un jugement mais une observation factuelle des choses, s'autoriser à pouvoir ressentir quelque chose, s'autoriser à être fâché, frustré, en colère, s'autoriser à avoir des pensées, même lugubres, même négatives, mais en prendre conscience pour après revenir sur une étape de qu'est-ce que j'en fais. Pour paraphraser Sartre, en fait, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Donc l'enfer, c'est pas les autres. C'est pas ce que je me fais à un moment qui est important. C'est pas parce qu'à un moment donné, je peux ressentir, me sentir blessé, frustré, me sentir traversé par de la colère qui est grave. C'est qu'est-ce que je fais dans la seconde d'après? Qu'est-ce que je fais dans le moment présent lorsqu'à un moment donné, je suis traversé par une émotion, lorsque je suis traversé par une pensée. Donc pouvoir rebondir pour amener une nouvelle solution, amener d'autres solutions, expérimenter une nouvelle solution au service de mon objectif. Quatrième outil, en fait, dans le chapitre donné du feedback, il s'agit d'utiliser, pour moi, la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, vous savez, ce sont ces 4 cadrans qui permettent de déterminer ce qui est connu de moi-même, inconnu de moi-même, et ce qui est connu des autres et inconnu des autres. Très rapidement, ce qui est connu de moi-même et ce qui est connu des autres, c'est ce qu'on appelle le cadran public. Ce qui est connu de moi-même, inconnu des autres, c'est mon cadran intime, tout ce que je connais, que je partage pas aux autres, soit parce que je parle d'un sujet et je parle pas d'un autre, ou alors les choses que je n'ai pas besoin de révéler et qui ne concernent pas l'autre. Ce qui est inconnu de moi-même et ce qui est inconnu des autres, c'est mon cadran aveugle. Vous savez, les fameux blind spots. Inconnu de moi-même, inconnu des autres, c'est le cadran inconnu. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est finalement demander à l'autre ou aller recueillir une information qui va permettre en fait de prendre conscience de quelque chose qui ne m'était pas connu, dont je n'avais pas connaissance ou conscience, et que l'autre a pu voir de l'extérieur. Et forcément, il peut le voir de l'extérieur parce qu'il est à l'extérieur. Et en coaching, c'est intéressant. Ce cadran, en fait, ce Johari est très intéressant pour travailler avec les coachés, surtout dans cette métacommunication qui me permet souvent de dire au client, tu sais, quand tu me dis ça, quand je te vois de cette façon, quand j'entends ces mots-là, en fait, voilà ce qui m'apparaît, voilà ce que je vois, et je vais t'en faire le miroir. Et de lui demander, tiens, quand je te dis ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait? Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu valides? Si évidemment mon client me dit, oui, mais Patrick, c'est vrai, t'as raison, ça je le savais, ou ça je le sais bien, ça veut dire qu'effectivement, il me ramène dans le cadran public. Ce que je savais, il le savait. Mais lorsqu'il me dit, non, c'est pas vrai, je suis comme ça, ou je fais comme ça, je sais qu'effectivement, je suis en train de travailler sur son blind spot, sur ses blind spots, sur son cadran aveugle. Travailler également dans cette communication directe et authentique, c'est lui faire expliciter évidemment dans le cadran intime. Alors cadran intime, ça ne veut pas dire rentrer dans l'intimité du client, c'est lui poser des questions, comme parfois je fais, en lui demandant, tiens, qu'est-ce que tu apprends de cette situation? Qu'est-ce que tu apprends que tu connaissais déjà et que peut-être tu n'utilises pas assez et que je n'ai pas entendu de toi? C'est lui faire expliciter des choses que lui connaissait et que moi je ne connaissais pas encore. Donc, la fenêtre de Johari est un très bel outil de manière à expliciter, travailler en communication avec son client. Cadran inconnu, je m'en sers là pour partager aussi alors mes trucs et astuces qui n'en sont pas vraiment, mais en tout cas que certains connaissent et que je pourrais partager avec vous et faire découvrir à d'autres. C'est poser cette question des fois un peu incongrue, de lui demander, tiens, à quoi on n'a pas encore pensé tous les deux? Et cette question, je l'aime bien parce que c'est considérer à un moment donné à quoi on n'a pas pensé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inconnu, de me travailler effectivement en projection de qu'est-ce qu'on aurait bien pu oublier, sachant qu'à un moment donné, effectivement, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'avis ou de perspective à donner, et que mon client non plus n'en a plus.
Et j'ose quand même lui poser la question en disant, s'il y avait un truc qu'on avait oublié, ce serait quoi? Évidemment, la réponse est binaire. S'il me dit rien, je vois rien, ou on n'a rien oublié, puis que moi rien ne me vient à l'esprit, je confirme, on est effectivement sur un élément d'information où on ne peut pas aller plus loin. Mais lorsqu'à un moment donné peut germer quelque chose, dire tiens peut-être ça, ou peut-être moi une idée qui me traverse la tête et que je viens partager à mon client, peut-être effectivement on est en train de découvrir un élément du cadran inconnu. Je vous ai pas mis ici qui n'apparaît pas, mais ça effectivement ce sont les surprises du numérique. J'utilise aussi l'index de conscience, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est à un moment donné dans ce feedback, être capable de communiquer au niveau de qu'est-ce que je me dis à un moment donné, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je me dis, et qu'est-ce que je fais, comment j'agis par rapport à ce que je peux ressentir à un moment donné et me dire. Voilà, je suis en train d'attendre la transition. Donner du feedback également à un moment donné à son client, et c'est important. Apprendre à nos clients à donner du feedback, surtout positif, puisqu'on a vu là pour l'instant aussi des feedbacks qui peuvent être à la fois constructifs et correctifs. C'est savoir en fait déterminer quelles sont les qualités personnelles que je vois chez mon client. Quelles sont les qualités personnelles ou professionnelles que voit mon client chez cette personne qui à un moment donné peut lui sembler un peu moins sympathique que tel ou tel autre. Je vous ai mis ici effectivement par exemple différents quelqu'un de prudent. Je te vois comme quelqu'un de très réfléchi. Tiens, je te vois comme quelqu'un de très créatif. Mais également amener nos clients en disant tiens, toi qui voudrais travailler plus de spontanéité, si tu devenais plus spontané, que ferais-tu? Tiens, si tu devais développer une attitude, une posture, une identité plus positive, comment tu t'y prendrais? Donc, il est essentiel effectivement de s'approprier également ce vocabulaire. Formuler un feedback, c'est également par rapport à un objectif, savoir dans le fond et la forme, dire bah tiens donc l'objectif, notre objectif c'est le but à atteindre tel que tu me le formules, c'est parler d'un comportement, c'est-à-dire je remarque, je vois, j'entends, je constate dans ce que tu me dis. Partager un sentiment, donc je sens, j'éprouve, voilà ce que j'éprouve quand tu me dis ça, voilà ce que j'interprète quand tu me dis ça, quand tu me racontes ça, voilà ce que je pense, voilà ce que ça m'évoque quand tu es en train de me raconter cette situation. Également, en termes d'objectif, c'est de dire, donc pour cette raison, pour la raison que tu viens de m'évoquer, voilà ce que je te suggère. Alors évidemment, en coaching, on n'est pas en suggestion, mais par exemple dire, voilà ce qui me vient, voilà l'option qui me vient à l'esprit que j'aimerais partager avec toi et pour lequel j'aimerais avoir ton avis. C'est de dire, tiens, voilà la conséquence que je vois, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à un état souhaité, c'est de dire, tiens, j'aimerais que tu travailles plus sur cette posture. J'aimerais que tu apprennes à te faire plus de compliments, plus de reconnaissance. Si on regarde maintenant l'aspect de la confrontation et du challenging en coaching, je vous ai repris cette définition de la confrontation. Selon moi, en fait, et pour moi et pour beaucoup d'entre nous en coaching, s'il n'y a pas de confrontation par rapport à un objectif qui est amené, il y a une discussion, un échange, certainement, mais on n'a pas amené le coaché à bouger suffisamment par rapport à sa problématique. S'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un obstacle à résoudre. Et un obstacle à résoudre, pour le faire résoudre par son client, c'est le confronter, le challenger par rapport à une difficulté, un blind spot, quelque chose qu'il ne veut pas voir, ou qu'il voit ou qu'il n'arrive pas à résoudre. Et je vous ai retrouvé cette définition, la confrontation, donc qui a lieu quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, volontairement ou involontairement, à une autre personne, qui va faire que l'autre va réfléchir à un aspect particulier de son comportement et être stimulé à le changer. Donc, sous cette définition-là, la confrontation, c'est un outil du coach. C'est un outil merveilleux du coach qui va permettre effectivement de faire prendre du recul, réfléchir sur un autre plan notre coaché et rebondir sur ces questions-là du coach en lui demandant qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est confrontant, qu'est-ce qui t'interpelle, de quoi prends-tu conscience maintenant que tu pourrais mettre en place plus de manière plus systématique. Qu'est-ce qui va te mettre du sens ou qu'est-ce qui va te donner envie de changer d'attitude ou de mettre en termes de comportement ou d'attitude quelque chose de nouveau, différent. Maintenant, comment confronter? Rapidement, on va confronter sur le contenu, le fond de ce que notre client nous dit. On va confronter sur la structure, les mots, les structures de phrases, toujours, jamais, il faut, on doit. On va confronter également entre le verbal et le non-verbal, une attitude qui va être incongruente par rapport à ce qui est dit.
On va confronter entre les perceptions. Dire, tiens, tu me dis ça, moi je perçois ça, tu me dis ça, c'est étonnant, on voit les choses de manière assez différente, c'est intéressant, voilà ce que je vois. On va confronter également entre les objectifs que nous donne notre coaché, ses ambitions et les possibilités, les moyens qu'il a à sa disposition. On va également confronter entre ce qui est dit et les comportements qu'il adopte, entre ce qu'il me dit et ce qu'il fait, entre les différentes séances. On va confronter entre les valeurs et les actes. Un coaché qui dirait effectivement pour moi ce qui est important c'est la patience, l'attention à l'autre, le calme. Et puis si j'entends un coaché qui est très virulent, je l'entends dans ses commentaires beaucoup de jugement, je pourrais lui dire tiens, c'est surprenant, c'est étonnant parce que tu me parles de ces valeurs, de ces principes, effectivement, je les entends moins, je les entends pas vraiment dans ton vocabulaire. Donc je viens effectivement le confronter, le challenger, lui amener ce miroir de quelque chose dont il n'a pas forcément conscience. La reformulation, en fait, en coaching, en communication, elle va être essentielle. Je vais vous lister, en fait, 4 éléments rapides de reformulation. On va parler de la reformulation écho, ce que j'appelle un peu le copier-coller. Mon coaché me dit, tiens, en ce moment, c'est difficile, je me sens fatigué. Je vais lui dire, ok, j'entends bien, donc tu es fatigué en ce moment. Vous savez, c'est un peu le CTRL-C, CTRL-V qu'on va utiliser avec un clavier d'ordinateur. Je peux également utiliser la reformulation naturelle. Donc je vais employer avec mes mots ce que m'a raconté mon coaché, ce que m'a dit mon coaché, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de matière, beaucoup de choses. Et donc soit je reviens avec mes mots, ou je peux effectivement amorcer, en disant si j'ai bien compris, et en résumé, tu me dis. Et effectivement je vois, merci Philippe, la boussole du langage. Alors la boussole du langage, en fait je fais référence à un outil de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui sont en fait toutes ces interprétation, omission, jugement, généralisation qu'on va retrouver en fait dans notre vocabulaire. Donc boussole du langage parce qu'à un moment donné on va faire des omissions dans notre vocabulaire, on va faire des généralisations, on va faire des interprétations. Donc toujours, c'est toujours la même chose, ce n'est jamais moi. Je peux faire un lien de cause à effet. Il ne m'apprécie, il ne me regarde pas parce qu'il ne m'apprécie pas. Je peux venir avec des choses qui ne sont pas suffisamment spécifiques. On ne fait rien, ça sert à rien, ça marchera jamais. Donc voilà le principe de la boussole du langage. Donc cet outil qu'on retrouve beaucoup en PNL. Merci Xavier. Reformulation, c'est la reformulation miroir. Reformulation miroir, en fait, c'est revenir avec mes interprétations et redonner un miroir à l'autre par rapport à ce que j'interprète, ce que je vais même peut-être aller au-delà d'une interprétation de ce qu'a dit mon coaché. Mon coaché me dit, en fait, je suis pas d'accord pour refaire ce boulot de surcroît s'il n'est pas facturé. Je peux lui dire, donc finalement, tu ne veux pas produire ce travail à nouveau si tu n'es pas payé pour cela, parce que c'est comme si tu travaillais gratuitement. C'est bien ça. Et en fait, je vais attendre la réponse de mon coaché. Soit il me dit, c'est exactement ça, donc mon interprétation aurait été dans le sens de ce qu'il me disait, mais des fois il me dit, non, pas du tout, et donc mon coaché va revenir sur un élément de clarification. Donc la reformulation en reformulation miroir va être un élément à ce moment-là de clarification de ma communication. Quatrième type de reformulation essentielle, surtout en posture de coach, puisqu'on parle d'empathie, c'est la reformulation empathique. C'est mon coaché par rapport à quelque chose qui va m'exprimer dans le fond et dans la forme, et surtout dans la forme sur du non-verbal, qui va faire que je vais me sentir touché. Je vais ressentir quelque chose. Et je vais dire, écoute, j'entends, et surtout je sens bien et tellement à quel point cette situation est blessante. Je sens effectivement la colère que tu as pu avoir dans cette situation. Je viens partager à ce moment-là quelque chose effectivement sur lequel j'aurais ressenti de l'inquiétude, j'aurais ressenti de la frustration, j'aurais ressenti de l'énervement chez mon coaché, ou j'aurais ressenti de la dépression ou de la déprime, mais évidemment des choses positives. J'aurais très bien pu ressentir à ce moment beaucoup d'engouement, de joie, de plaisir. Notre troisième chapitre, en fait, vient toucher en fait à la formulation d'un objectif. En tant que coach, formateur de coach, superviseur de coach, très souvent j'entends des formulations et de mes coachés, j'aimerais qu'il, je veux qu'il, il faut qu'il, je veux être plus assertif, je veux être moins directif. Et dans ces formulations, en fait, on est sur des formulations qui ne sont pas suffisamment spécifiques. On va repasser en fait l'essentiel en fait de ce que j'appelle les conditions de bonne formulation d'objectifs. C'est-à-dire un objectif doit être formulé, vous savez, de manière positive. Mais positive, ça veut dire vraiment positif, de manière très concrète.
Je vous ai mis ici effectivement qu'est-ce que mon client veut, qu'est-ce qu'il souhaite réellement, quel est son objectif avec un verbe d'action. Je vous ai mis ici un terme un peu, une phrase un peu kabbalistique, un peu, comment ça s'appelle, mystérieuse. En fait, c'est souvent demander à mon client, si je reviens en arrière, lorsqu'il me dit « je veux qu'il », j'aimerais qu'il soit, il faut qu'il, il doit être, de lui ramener cet objectif à sa personne, à la première personne. Qu'est-ce qu'il faut que tu, pour qu'il? C'est-à-dire que quand un client vient me voir en me disant j'aimerais qu'il arrive plus à l'heure, j'aimerais qu'il m'écoute un peu plus, je lui demande très bien, j'entends, donc, en termes d'objectif, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses toi pour qu'il arrive à l'heure, pour qu'il soit plus assertif, pour qu'il t'écoute un peu plus. Et donc, cette reformulation d'objectif permet de ramener un objectif sous le contrôle de la personne. Un objectif, vous le savez, deuxième point, il doit être contextualisé. Dans quel contexte? Avec qui? Comment? Un objectif, donc, doit être atteignable par vous. Un objectif doit être au maximum, sous le contrôle du coaché. C'est-à-dire qu'il doit être reformulé en mode je. Un objectif doit être réaliste, réalisable globalement. Je passe sur cette étape, vous le connaissez. Quels sont les moyens mis en place? Un objectif doit être écologique. En coaching, il est essentiel dans la formulation d'objectifs d'aller chercher l'écologie. Vous le retrouverez sur ce slide. J'aimerais passer sur le slide suivant. J'aimerais vous partager en fait ce que j'ai appelé ma matrice en fait des bénéfices, évitements, prix à payer et menaces, c'est-à-dire de demander et aller donc vraiment dans ce protocole avec mon client, quel que soit l'objectif, de lui demander quel serait pour toi l'avantage d'atteindre cet objectif? Il vient chercher un bénéfice. Quel serait pour toi l'avantage de ne pas atteindre cet objectif? Il s'agit d'un évitement. Quel serait pour toi l'inconvénient d'atteindre cet objectif? C'est le prix à payer pour atteindre l'objectif. Quel serait pour toi l'inconvénient de ne pas atteindre cet objectif? Et il s'agit de la menace et du risque. Travailler sur ces 4 cadrans permet très souvent au client d'identifier dans un objectif la faisabilité ou la difficulté qu'il pourrait rencontrer par rapport à cet objectif. Enfin, dernier critère de formulation d'objectif, la motivation. Vous savez, le fameux what's in it for me. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent l'objectif? Quelles sont ces valeurs qui vont sous-tendre, en fait, amener vers la raison d'être de la personne par rapport à cet objectif? Notre 4e chapitre, en fait, se dirige tout doucement vers la fin de cette intervention, de mon intervention. C'est rappeler, en fait, dans cette compétence que nous incite à développer l'ICF, notre fédération, utiliser un langage approprié, respectueux envers notre client. C'est la force du jeu. C'est bien connaître ses valeurs pour pouvoir les retraduire en mode jeu. Et je vous pose cette question de réflexion, on y viendra tout à l'heure. Comment exprimez-vous à votre client, à vos clients, vos valeurs? Comment leur exprimez-vous vos principes? C'est-à-dire passer du principe en disant, tiens, moi j'apprécie une de mes valeurs, c'est la bienveillance. Comment je montre de la bienveillance à vos clients? Comment je le fais moi? Je veux dire, en fait, la bienveillance est importante pour moi. C'est déjà identifier à l'intérieur de moi, donc dans ce qui est invisible, quelle est cette valeur, quel est ce critère, quel est ce principe. Et donc, c'est passer de l'invisible au visible. C'est-à-dire c'est pas me dire la bienveillance est importante pour moi, je suis en train de parler au niveau du mental. C'est me dire je suis bienveillance. C'est pas que je suis bienveillant, je suis bienveillance. Je suis compassion. Je suis écoute de l'autre. Je suis confrontation. Parce que si je faisais, c'est un peu dans cette image-là, cette métaphore, un élevage de bienveillance, un élevage de cette confrontation bienveillante à l'intérieur de moi, le visible qui serait traduit à l'extérieur serait effectivement cette compassion, cette bienveillance. Et en termes de communication authentique et respectueuse, je sais que je peux retraduire mes valeurs du moment à mon client de manière authentique, intègre et intime. C'est donc passer de cet inconscient à ce conscient. Pour enfin, effectivement, dernier chapitre, recourir à ces métaphores et à ces analogies. Alors, recourir à des métaphores et analogies, c'est effectivement demander à un client, tiens, c'était une image, un symbole, une citation, qu'est-ce que ce serait? C'est parfois l'amener aussi à en chercher une des citations. Je vous en ai mis quelques-unes. Pour certains, cette citation du bonheur, le bonheur, c'est faire ce que l'on veut et vouloir ce que l'on fait. Ou cette citation de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et puis de le faire retraduire surtout à mon client en lui demandant, tiens, toi maintenant, comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce qui va être nouveau? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu vas arrêter de faire? Ou qu'est-ce que tu vas continuer à faire?
C'est lui partager, lui dire, tiens, tu sais, souvent, moi je me dis, à un moment donné, tiens, les gagnants trouvent toujours des moyens, les perdants des excuses. Je t'entends parler d'arguments, comme si c'était des excuses. Comment maintenant tu pourrais passer en posture de gagnant? Donc ça me permet comme ça de vraiment jongler, naviguer sur mes différentes postures, et pour faire le lien par rapport à ce que là où je me présentais ce matin, en début d'intervention sur mes valeurs, c'est-à-dire pouvoir traduire mon authenticité, mon enthousiasme, de l'humour, ma posture confrontante de manière authentique, sincère vis-à-vis de mon client. Également à distance, en conclusion, par rapport également à ces images que je vous ai mis tout à l'heure, j'aimerais effectivement que vous posiez la question vous-même, et puis on va prendre un temps de parole et d'échange pour continuer ce webinaire. C'est vous poser cette question par rapport à ces différentes étapes de la communication, au travers de la structuration d'un message, au travers de la reformulation, au travers de la posture de la confrontation, de donner un feedback, recevoir un feedback, se dire, tiens, qu'est-ce qui est nouveau? C'est-à-dire vous poser cette question de qu'est-ce que je savais déjà, que je confirme, qui m'est confirmé, que je fais, qui est pertinent, qui me permet d'adopter cette communication authentique, respectueuse, impactante, influente vis-à-vis de mon client. Puis dans un deuxième temps, vous demandez, tiens, qu'est-ce que je fais pas assez? Parce que parfois j'oublie de faire, et c'est ok. C'est se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire plus? Comment je pourrais encourager plus mon coaché? Comment je pourrais peut-être lui verbaliser plus ce que je ressens, ce que je vois, en termes de feedback authentique, positif? Dire, tiens, tu vois, moi je vois en toi quelqu'un d'authentique, de respectueux, de sincère. Je ressens en fait une forme de tension, où j'ai du mal à mettre le vocabulaire, mais je sens quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Et donc, vous posez effectivement ces questions de manière à pouvoir également, dans votre pratique de coach, également être à la fois dans cette conscience et cette confiance d'être en posture de coach, ce communicateur efficace, influent et nourrissant. Donc je vais voir, effectivement, j'attends chez vous quelles sont les questions qui viennent à l'esprit, quels sont les points sur lesquels peut-être vous aimeriez avoir une précision de ma part. Je reste à votre disposition. Dites-moi. Là, par exemple, en attendant les quelques réponses, voilà, comment mettre de l'humour? Alors l'humour, effectivement, c'est déjà installé cet humour. Souvent, effectivement, pareil pour vous partager mes trucs et astuces. Parfois, lorsque mon client reste un peu silencieux ou il hésite, et c'est normal, de temps en temps, il se confie pas forcément, ou il y a une certaine réserve, souvent je lui dis, dis donc, cache ta joie. Ou disant, ça fait plaisir de te proposer ou de te proposer une option quand je vois ce que t'en fais. Donc c'est une façon effectivement, avec cet humour, évidemment, de voir l'impact sur lui, de le voir sourire et de dire d'accord. Donc maintenant quand je te dis ça, qu'est-ce que ça te fait? Question de Béatrice, que faire quand un client n'arrête pas de parler? Quand un client n'arrête pas de parler, très bien. Excellente question, ça arrive. À un moment donné, effectivement, il faut le laisser parler parce qu'il a besoin de déposer. C'est oser, prendre ce risque qui n'en est pas un, de des fois faire un signe avec les mains ou genre temps mort, dire « je voudrais t'arrêter si tu veux bien » et surtout de justifier. C'est-à-dire vous poser la question, quand vous voulez l'arrêter de parler, quel est votre objectif? Et surtout retraduire cet objectif. Est-ce que vous l'arrêtez parce que vous êtes perdu? Est-ce que vous l'arrêtez parce que vous avez perdu une information? Est-ce que vous voulez l'arrêter parce que vous voulez vous arrêter sur un point qu'il a dit? Et faites de la métacommunication, métacommuniquer. Dire, en fait, je t'interromps parce que tu m'as dit un truc important sur lequel j'aimerais rebondir. Ou j'aimerais t'arrêter parce que j'aimerais faire un point, je perds le fil, en fait, de ton histoire. Donc, voilà, entre autres, comment moi je procède quand j'arrête, ou j'interromps, ou je freine le flot de mon client. Je prends une dernière question, effectivement, Alexandra. Pourriez-vous partager avec nous un exemple de situation où le coaché a montré de la résistance? Hop, j'ai mon écran qui a filé. De la résistance. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas la fin de phrase, voilà. Le coaché a montré de la résistance et comment vous avez travaillé avec cela. Alors souvent, en fait, beaucoup de fois, un client va montrer de la résistance. En fait, je le lui dis. Car je lui dis pas que tu résistes ou tu te bloques. Je sens comme un frein.
je sens comme une résistance. J'ai l'impression en fait que cette situation t'est pénible, ou est difficile, ou cette situation te bloque. Ou cette question de lui demander qu'est-ce que tu attends de moi? En quoi je pourrais t'aider? En quoi je pourrais te faciliter par rapport à cette solution? Mais vraiment c'est important, c'est pour ça que je termine sur ce point-là. Surtout en fait très très souvent, j'ai appris avec le temps à oser verbaliser et partager une pensée, une opinion ou un jugement ou un sentiment de manière en fait à m'en servir comme outil de travail vis-à-vis de mon client. Parce que s'il y a une résistance, forcément il y a un blocage et en tant que coach, je suis là pour lui faciliter la résolution de ce blocage ou la prise de conscience de ce blocage, toujours dans ce questionnement. Voilà Alexandra, j'espère que j'ai donné une réponse ou partielle ou un peu plus avancée par rapport à votre question. Philippe, je te vois, je te repasse la parole. Merci Patrick pour cet exposé qui était très intéressant. Et je dois dire aussi qu'il nous a, en tout cas moi, rendu très conscients d'un besoin d'une communication efficace. Et les ennuis techniques ne nous ont pas été épargnés pendant ta présentation de ce soir, qui nous ont bien montré l'importance d'être tout à fait efficace dans la communication. Donc je vous prie de m'excuser tous pour la qualité technique ce soir. Et nous sommes en train de changer de plateforme. Ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. J'espère que le webinaire du mois de mars se fera sur la nouvelle plateforme. Vous serez informé par le site de coachfederation.be et puis par les newsletters ou les infolettres que vous recevrez à ce sujet. Donc, c'est pour très rapidement. Patrick, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous.